J'ai la chance d'intervenir sur l'application de la directive aux entreprises de pays tiers, ce qu'on a pu appeler l'extraterritorialité de la directive CSRD, et qui est une des nouveautés remarquées par rapport à son ancêtre, la directive NFRD. L'ambition de CSRD sur la question est claire à première vue. C'est se saisir du groupe transnational de sociétés. On a le choix du terme entreprise, qui laisse évidemment un peu de largeur quant au choix de la forme de l'activité, de la forme juridique de l'activité. Mais quand on regarde les critères d'application, les critères de rattachement, ils sont très exigeants. On a dit 150 millions d'euros de chiffre d'affaires intra-européen, l'établissement par le biais d'une filiale ou d'une succursale, elle-même soumise à des critères de taille. On conçoit mal qu'une activité de cette ampleur soit exercée autrement que sous forme sociétaire, et c'est pourquoi nous nous limiterons à l'analyse du groupe transnational de sociétés. Et plus précisément, il s'agit ici, pour la directive, de saisir le groupe dont la société mère se situe en dehors de l'Union européenne et qui exploite son activité par le biais d'une ou plusieurs filiales sur le territoire de l'Union. Cette structure fait ressortir le double défi que constitue la réglementation du groupe transnational. Au regard du droit des sociétés, d'abord, comment et dans quelle mesure passer outre l'autonomie juridique des sociétés qui constituent le groupe pour le saisir dans son unité. Au regard du droit international, ensuite, comment réglementer le groupe malgré la pluralité de ses implantations territoriales. Le principe d'autonomie des personnes morales et le principe de souveraineté des États sont donc les deux principaux obstacles à l'encadrement des groupes transnationaux. Alors, il y a plusieurs tentatives théoriques de dépassement de ces obstacles. J'aimerais en évoquer une, qui est celle de l'école du droit réflexif, fondée notamment sur les travaux de Gunther Töbner. Pour ces auteurs, l'encadrement des enjeux sociaux des groupes de sociétés, et des groupes transnationaux au premier plan, doit passer, pour être efficace, par des obligations procédurales, plus particulièrement par des obligations d'information qu'ils appellent réflexives. Cette démarche permettrait d'assurer un minimum de protection et une concurrence raisonnable, bien sûr, entre les opérateurs économiques. Les anglo-saxons parlent de level playing field. Ce qui est intéressant, c'est que la directive CSRD se rapproche de cette démarche. Pour les entreprises concernées, on introduit un chapitre 9 bis dans la directive comptable qui exige de la filiale européenne la publication d'une information consolidée au niveau du groupe. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir la procédure décrite par la directive. La filiale doit se fonder sur l'information disponible, celle qui est déjà publiée, et si elle ne suffit pas, elle s'adresse, elle interroge la société mère. Si la société mère refuse de compléter l'information, alors la filiale publie une information parcellaire qu'elle accompagne du refus de la société mère de compléter. Même chose pour l'avis d'assurance de l'information. Si la société mère ne fournit pas d'avis d'assurance, la filiale publie quand même, et simplement elle publie le refus de fournir un avis d'assurance de l'information. Par ce mécanisme, qui est quand même assez original, la directive souhaite donc appréhender le groupe, non par la tête, comme d'habitude, mais selon une logique ascendante, en partant de la filiale et en remontant vers la société mère étrangère. La question est un peu classique, mais il faut se la poser. Est-ce que la CSRD atteint l'objectif qu'elle se fixe? Autrement dit, est-ce qu'il suffit de passer par l'information, de se détourner d'une réglementation substantielle pour dépasser les difficultés propres au groupe transnational? À la lecture de la directive, il est permis d'en douter un petit peu. Pourquoi? Parce que dans son effort de se saisir du groupe de société, la directive reste un petit peu au milieu du gué. Il en résulte une conception paradoxale du groupe de société qui limite d'autant les attentes, l'effectivité de ce nouvel outil de transparence. Ce seront les deux étapes de notre démonstration. Premièrement, donc, la conception paradoxale du groupe transnational. La directive est ambiguë dans sa manière d'appréhender le groupe. D'un côté, elle se saisit du groupe comme unité au travers de l'information demandée, et la filiale ne constitue à cet égard qu'une porte d'entrée. Mais de l'autre, au stade de l'exécution de l'obligation, la directive rend toute sa force à l'autonomie des sociétés qui composent le groupe.
À l'unité du groupe, donc, dans l'information, répond la pluralité des sociétés qu'il compose dans l'exécution de l'obligation. Je les évoquerai successivement. Le groupe appréhendé comme unité au travers de l'information, d'abord. Pour comprendre la manière dont CSRD s'attaque au groupe transnational, il faut en revenir aux critères de rattachement retenus. Contrairement à d'autres obligations de transparence à portée extraterritoriale, et je pense ici notamment au UK Modern Slavery Act de 2015, et aussi à la loi néerlandaise, récente loi néerlandaise sur la diligence relative au travail des enfants, ces mécanismes-là se contentent d'un critère de rattachement par référence à l'activité de la société. Il suffit d'avoir une activité sur le territoire de l'État pour se voir appliquer l'obligation d'information. CSRD ajoute un second critère de rattachement qui est l'établissement sur le territoire européen, par le biais d'une filiale ou par le biais d'une succursale. Alors pourquoi une telle retenue? Pourquoi ne pas se contenter d'un seul critère? Eh bien sûrement parce qu'en conditionnant son application à l'implantation sur le territoire de l'Union, la directive se ménage un point commode d'imputation des obligations. Elle contourne par là, en réalité, les difficultés posées par le principe de souveraineté des États. Quelques mots à ce propos. On distingue classiquement entre compétences normatives et compétences d'exécution. Si l'État est libre de prescrire des règles sans être enserré dans des limites territoriales, il ne saurait contraindre à leur application par le biais d'actes matériels d'exécution réalisés sur le territoire d'un État tiers. Cette forme de territorialité n'empêche donc pas directement l'Union d'imputer une obligation à l'entreprise de pays tiers. Elle ne s'oppose qu'à la contrainte de la société mère implantée sur le territoire d'un État tiers. Et donc, en se focalisant sur la filiale au stade de l'imputation de l'obligation, l'Union limite sa compétence normative afin d'assurer l'efficacité de l'obligation qu'elle édicte. Cette efficacité peut sembler contre-intuitive. Si on focalise les obligations sur la filiale européenne, est-ce qu'on est vraiment face à de l'extraterritorialité? Est-ce qu'on ne renonce pas à l'application à l'entreprise de pays tiers? Eh bien, pas vraiment, parce qu'au niveau de l'information, la directive impose une consolidation au niveau du groupe entier. C'est donc sur le groupe, et non sur la seule filiale européenne, que repose la contrainte réputationnelle créée par l'information et sur laquelle on reviendra. On pourrait parler en cela d'une forme d'extraterritorialité secondaire. La territorialité apparente de l'obligation n'empêche pas la directive de saisir le groupe dans son entier par le biais de l'information. La filiale est donc une porte d'entrée du groupe de société, et cette porte d'entrée pourrait permettre une certaine justiciabilité du groupe au niveau international. Le ressortissant de l'État d'origine de la société mère, voire d'une société sœur extra-européenne d'ailleurs, pourrait ainsi se prévaloir de l'obligation de la filiale européenne pour obtenir l'information consolidée qui lui serait refusée en droit interne. L'action pourrait alors prendre la forme d'une injonction qui serait présentée devant les juridictions de l'État d'implantation de la filiale européenne. La compétence de cette juridiction serait justifiée en principe par l'article 4 du règlement Bruxelles 1 bis. Quant à l'obligation d'information elle-même, elle devrait s'appliquer en principe comme composante de la lex societatis. La focalisation donc des obligations sur la filiale, loin de constituer un renoncement de la directive à s'appliquer aux entreprises de pays tiers, constitue donc une limitation qui permet de saisir le groupe par l'information. Cela permet de contourner le principe de la difficulté posée par le principe de souveraineté des États, mais ce qui est intéressant, c'est que la directive se limite davantage. Au stade de l'exécution de l'obligation, elle considère le groupe comme une pluralité d'entités autonomes, et ce sera une seconde sous-partie, on va dire. L'article 40 bis, qui est introduit dans la directive comptable, permet à la filiale, on l'a dit, de se prévaloir du refus de la société mère pour publier une information parcellaire. Mais alors pourquoi cette alternative? Pourquoi ne pas se contenter d'exiger une information consolidée, voire même, pourquoi ne pas doter l'obligation d'une sanction administrative, comme cela peut se faire par exemple à propos de la loi néerlandaise que nous avons évoquée? En principe, on n'aurait pas violé la souveraineté de l'État d'implantation de la société mère, puisque la contrainte porte sur la filiale européenne. D'ailleurs, en droit de la concurrence, la CJUE admet parfaitement de sanctionner la filiale européenne pour des actes imputés au groupe.
Surtout, et c'est plus pertinent ici, car c'est en matière d'information, à propos des licenciements collectifs, le législateur européen prévoit que l'employeur, qui peut être par exemple une filiale européenne, ne peut pas justifier le manquement à son obligation d'information par le fait que l'entreprise qui a pris la décision conduisant au licenciement, ça peut être ici une société mère étrangère, ait refusé de lui fournir l'information. Donc on ne peut pas justifier son manquement à l'obligation d'information par le refus de la société mère de fournir cette information. Reprise dans CSRD, une telle disposition aurait permis de donner toute sa portée à l'information consolidée, voire même aurait offert une piste pour aller chercher la société mère. Alors si ce n'est pas la souveraineté de l'État tiers, comment expliquer cette limitation ? Bien, par une volonté politique, d'abord, le législateur européen peut être réticent à imposer une charge supplémentaire aux entreprises de pays tiers, on ne développera pas plus avant, mais d'un point de vue technique, cette limite est issue d'une conception large de l'autonomie juridique des sociétés du groupe. Parce qu'elle est juridiquement autonome, la filiale ne pourrait être tenue de fournir une information à laquelle elle n'a pas accès, à défaut d'exercer un contrôle sur sa société mère. On comprend la prudence de la directive. Saisir le groupe dans son ensemble, ça n'implique pas de nier, une bonne fois pour toutes, la séparation des sociétés qui le composent. Mais le résultat final laisse toutefois perplexe. L'information, qui, on l'a dit, permet d'appréhender le groupe comme unité, apparaît en réalité comme optionnelle. La conception unitaire du groupe est donc comme désactivée par la large place laissée à l'autonomie de ses composantes. Ce paradoxe dans la conception du groupe transnational se traduit par une effectivité assez relative de la directive dans son application aux entreprises de pays tiers. C'est ce qu'on verra dans une seconde partie sur l'effectivité relative de CSRD à l'égard des entreprises de pays tiers. La directive doit composer avec ce paradoxe, et son manque d'effectivité se traduit surtout par un désordre des responsabilités, que j'adresserai dans un premier temps. Elle appelle dans un second temps une réflexion sur les remèdes qui peuvent lui être apportés. Sur le désordre des responsabilités, d'abord. Je me concentrerai ici sur la responsabilité des membres des organes de gestion, que la directive considère expressément. Gestion, surveillance, direction, elle dit. Concrètement, cela renvoie à quoi ? Eh bien, cette responsabilité pourrait se traduire d'abord par un mécanisme d'injonction, dans le cadre d'un mécanisme d'injonction, par le fait de mettre à la charge des membres des organes les frais de justice et la potentielle astreinte qui pourraient être prononcés. On peut sinon imaginer, de manière un peu plus classique, une action en réparation du dommage causé par le défaut d'information. Mais la mise en œuvre de cette responsabilité ne semble pas évidente, et à deux égards au moins. D'une part, l'étendue de la responsabilité des membres des organes, et au premier chef les administrateurs, n'est pas claire. L'article 40 quater de la directive, en tout cas introduit dans la directive comptable, précise que ces administrateurs ne doivent veiller à l'établissement du rapport, et je cite, qu'au mieux de leur connaissance et de leur capacité. Alors que faut-il entendre par là ? Faut-il considérer que l'administrateur puisse tirer parti, se prévaloir de son ignorance ou de son incompétence pour se dégager de sa responsabilité ? On voit mal, en droit français au moins, comment on articulerait cette interprétation avec le standard de l'administrateur prudent et diligent, tel qu'il est construit par la jurisprudence et par le droit souple. L'administrateur est redevable d'un devoir de s'informer, d'un devoir de compétences qui sont tous deux nécessaires à l'exercice collégial de ses fonctions. Je serais plutôt d'avis d'y voir un simple rappel du droit commun, en réalité. L'administrateur ne pourrait opposer son ignorance que si elle est légitime, il ne pourrait opposer son incompétence que s'il a tout mis en œuvre pour obtenir le résultat à atteindre. Cette seconde interprétation, vous l'aurez compris, ne fait que renvoyer au droit commun de la responsabilité pour faute de l'administrateur. Elle permet de chercher la responsabilité de ces administrateurs en théorie, d'autant plus, on le rappelle, que leur faute est présumée en cas de décision fautive du conseil d'administration en droit français. Cela dit, l'administrateur pourrait toujours se dégager en évoquant le refus de la société mère de fournir l'information pour ne pas voir sa responsabilité engagée. Donc, manque de clarté de l'étendue de la responsabilité des administrateurs d'une part. D'autre part, la directive s'articule assez mal
avec l'intégration de la filiale au sein du groupe par le biais d'administrateurs communs. Ces administrateurs exercent simultanément leurs fonctions au sein du conseil de la société mère et au sein du conseil de la filiale. Ils permettent notamment à la société mère de s'assurer de la prise en compte de l'intérêt du groupe au niveau du conseil de la filiale. Pourtant, l'administrateur commun ne pourrait-il pas être amené à faire usage de son droit à l'information au niveau du conseil de la société mère pour satisfaire son obligation d'information au niveau du conseil de la filiale? En principe, la loyauté qu'il doit à la mère et son devoir de discrétion, voire de confidentialité, s'opposent à ce comportement. Mais le simple risque d'un tel conflit de devoir de l'administrateur ne serait-il pas de nature à détourner la société mère de telles pratiques, et ce au détriment d'une approche globale? Alors, comment réagir face à ce flou des responsabilités? Eh bien, pour assurer une forme d'effectivité de la directive, il faut essayer de penser au-delà et de faire preuve de créativité dans la recherche de remèdes. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans un second temps. En l'état, et à défaut d'imputation claire des responsabilités, l'effectivité de la directive se repose à l'égard des entreprises de pays tiers sur un double mécanisme réputationnel. Name and shame, d'abord, au travers de la publication de l'information par la filiale ou de la publication du refus de fournir l'information. Name and praise, ensuite, par le biais d'une communication annuelle de la Commission sur les entreprises de pays tiers qui publient effectivement un rapport durabilité consolidé. Pointer du doigt les mauvais élèves, féliciter les bons élèves, en somme, on commence à être habitué à ce type de mécanisme. Pourtant, il est permis de douter de l'adéquation d'une telle approche aux enjeux poursuivis, d'autant plus lorsqu'on vise des sociétés qui sont parfois non cotées, pour lesquelles on sait que le mécanisme de contrainte réputationnelle est quand même assez relatif. Ça se conjugue d'ailleurs avec ce que disait Emma sur la pertinence de l'information consolidée. Il faut donc essayer de trouver d'autres moteurs d'effectivité. Et plusieurs solutions s'offrent à nous. D'une part, et c'est l'approche qu'adopte le rapport du HCJP sur l'application extraterritoriale du droit de l'Union européenne, on pourrait agir sur l'accès au marché intérieur. Pour ça, on pourrait considérer que l'information consolidée deviendrait une condition d'agrément pour les activités qui sont soumises à une condition d'agrément, ou alors que l'information durabilité consolidée au niveau mondial est une condition d'accès aux appels d'offres publiques. C'est ce dernier chemin d'ailleurs qu'emprunte la loi climat et résilience, à propos du devoir de vigilance en droit interne, pour lui donner plus de portée. D'autre part, la directive CSRD pourrait trouver un appui sur son articulation avec d'autres législations nationales en matière de durabilité. Face à la multiplication des obligations ascendantes, donc qui partent des filiales locales, une même publication pourrait permettre de répondre simultanément aux exigences de différents systèmes. Mais il faut alors que l'information soit pensée comme telle au niveau du groupe. Dans le cadre de CSRD, l'information diffusée dans un pays tiers deviendrait d'ailleurs disponible, au sens de la directive, et pourrait être récoltée par la filiale sans attendre sa publication par la mère. Le groupe est donc amené à rationaliser l'articulation des différents systèmes par la mise en place d'outils de gouvernance dédiés au niveau mondial. On remarque alors que tandis que la directive semblait aggraver l'altérité en encourageant une forme de séparation hermétique entre les organes de direction de la mère et de la filiale, son internationalisation renouvelle, dans un mouvement contraire, une forme d'intégration par la gouvernance du groupe. En miroir, la directive appelle une articulation des systèmes, d'ailleurs, en rendant possible, par le biais d'actes d'exécution de la Commission, la reconnaissance de l'équivalence de certains systèmes sur le plan de l'information. De même, comme le prévoit la directive, les projets de normes de l'EFRAG dont on a beaucoup parlé témoignent d'une prise en compte de référentiels internationaux qui facilitent une harmonisation au niveau global. Pour conclure, donc, une analyse approfondie de la directive laisse des doutes quant à l'effectivité de son application aux entreprises de pays tiers. La conception paradoxale qu'elle retient du groupe de sociétés semble témoigner d'un certain manque d'ambition qui fait espérer plus pour la directive à venir sur le devoir de diligence européen.
Il faudra toutefois attendre pour observer son efficacité réelle, parce qu'on l'a dit, l'entrée en vigueur de la directive pour les entreprises de pays tiers, c'est en 2029, au titre de l'exercice 2028. On peut toutefois espérer que l'insertion de l'obligation, on l'a dit, dans l'ordre international renforce ses effets. À cet égard, l'internationalisation des obligations ESG constitue assurément un nouveau défi lancé à la gouvernance du groupe transnational, et elle est dans le même temps une opportunité à saisir pour le législateur européen afin de donner à ces règles une portée à la hauteur des enjeux qu'il se propose de défendre. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Merci aux organisateurs d'avoir permis ce débat. Merci surtout aux doctorants d'avoir éclairé avec tant de profondeur et tant de clarté cette directive qui est, pour ceux qui n'en sont pas spécialistes, et même je crois pour ceux qui sont spécialistes, d'une lecture si difficile. Julien Didry vous a parlé de façon extrêmement convaincante et profonde, je crois, de la difficulté qui est en fait une difficulté majeure dans toute cette discussion de responsabilité sociale des entreprises ou les enjeux ESG. C'est le fait qu'on ne peut pas évidemment se contenter d'un seul pays, on ne peut pas se contenter d'un seul fort pour régir, aussi vertueux soit-il, pour régir des activités qui par nature sont internationales. Et en fait c'est le problème ici que l'on se voudrait discuter, c'est le problème de ce morcellement dont on vient de parler. Et en réalité, ce morcellement, vous l'avez montré, on le voit, on le sent, il est double. Il y a une double herse. Cette herse, c'est celle d'abord des personnalités morales dans le groupe, et l'autre herse, c'est celle des ordres juridiques, celle des lois qui sont des lois différentes, puisque on va de ce fait dépecer les entités du groupe en autant de petites monades qui vont être indépendantes et qui vont être soumises à des règles différentes et qui vont pouvoir potentiellement échapper aux obligations les plus vertueuses qui vont être posées par les législateurs les plus enthousiastes. Et toute la difficulté qui est celle de la directive dont nous parlons aujourd'hui, mais qui est en réalité une difficulté beaucoup plus générale, c'est celle de retrouver, c'est celle de franchir cette herse et de retrouver l'unité derrière cette diversité, derrière ce fractionnement. Alors il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées pour retrouver l'unité du groupe. Énormément. Le droit de la concurrence, on connaît beaucoup évidemment. On connaît en droit social l'unité économique et sociale qui a permis de retrouver un espace de dialogue social au-delà du fractionnement en personnalité morale. On a entendu, grâce à Emma Miglietta il y a un instant, cette même volonté qui est recherchée en matière financière et comptable, et c'est un des objets évidemment fondamentaux dont nous a si bien entretenu Julien Didry en matière de transparence financière. Il reste que tous ces objets, tous ces mécanismes, ils conduisent effectivement à recréer un semblant d'unité sociale au groupe, mais ils se heurtent quand même à la deuxième diversité, qui est la diversité législative, qui est la diversité des lois. Et à cet égard, la question fondamentale, c'est comment retrouver l'unité de législation applicable, comment retrouver l'application d'une seule loi. Évidemment, le fait de transférer le fort législatif de la France à l'Europe a un avantage qui est un avantage purement géographique. C'est que là, on a dans 27 États membres l'ensemble des obligations qui naissent et qui vont permettre de soumettre toutes les entreprises qui sont sur ce territoire aux nouvelles normes. Mais il reste que le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et que donc va se poser la question de savoir comment articuler ces nouvelles normes vertueuses qui sont posées par l'Union européenne avec celles des autres États. On répond, eh bien c'est très simple, nous allons poser des normes extraterritoriales. Alors évidemment, le mot impressionne, mais la chose impressionne beaucoup moins lorsqu'on la regarde dans le détail, parce qu'en réalité, l'extraterritorialité, ça n'est qu'un mot, et ça n'est qu'un mot qui n'a pas énormément de sens en réalité. Parce que si on regarde précisément, qu'est-ce que ça veut dire l'extraterritorialité ? Pour un juriste de droit international privé, ça ne veut pas dire grand-chose,
Parce que l'extraterritorialité de quoi? Du rapport juridique, de la loi, dit-on, mais une loi c'est une abstraction, c'est un ensemble de mots. Un rapport juridique c'est une abstraction, ça ne se localise pas. Ce qui se localise, ce sont les éléments factuels, physiques, de rattachement des groupes et des entreprises. Alors là, oui, on va pouvoir commencer à raisonner, et l'extraterritorialité dans ce contexte-là devient tout à fait différente. En fait, ça devient simplement le fait d'aller rechercher des éléments de rattachement qui ne sont pas les éléments de rattachement habituels, qui ne sont pas les éléments de rattachement qu'on utilise normalement en matière de droit des sociétés, en matière de responsabilité civile, pour prendre les deux exemples que vous avez cités. Et dans ce cadre-là, en fait, la recherche de cette extraterritorialité, elle évolue progressivement vers une recherche d'éléments de rattachement qui vont donner une nouvelle pertinence, et d'éléments méthodologiques qui vont donner une nouvelle pertinence à l'application et à l'applicabilité même des normes européennes. Et dans ce cadre-là, les exemples que vous avez donnés et les points sur lesquels vous êtes appuyés sont évidemment les plus pertinents, puisque c'est le cœur de la directive elle-même. Les deux exemples, hein, je m'appuierai sur les deux exemples que vous avez donnés. Le premier, évidemment, le plus important, c'est à qui vont s'appliquer les obligations qui sont posées par la directive elle-même. Les obligations de transparence financière, aujourd'hui, les obligations d'établissement d'un plan de vigilance demain. Aux entreprises de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème. Et là, on est dans les rattachements classiques, on va appliquer ça là, en tant que lex societatis, comme le prévoit classiquement le droit international privé des sociétés. Quelques difficultés, je n'y reviens pas, sur l'éventuelle scission entre le siège réel et le siège statutaire, voilà, qui est un débat suffisamment classique pour qu'on n'insiste pas dessus. Mais évidemment, la difficulté surgit lorsque la lex societatis ne suffit pas. Et la lex societatis ne suffit pas, soit si la société mère est à l'étranger, dans ce cas-là, le critère que vous avez cité, qui est un critère qui est absent pour l'instant de la directive CSRD, mais tout à fait présent dans la directive devoir de vigilance, qui est le critère de l'activité économique sur le territoire de l'Union, peut être utilisé comme un élément un peu indirect, comme un élément de pression, comme par exemple ce dont vous parliez tout à l'heure, subordonner l'accès au marché intérieur à la réalisation d'un plan de vigilance ou à la réalisation de certaines publications financières. Ou ce que fait la directive CSRD, c'est de dire on oblige les filiales, alors les filiales ça pose pas de problème puisqu'elles ont leur siège sur le territoire européen, mais aussi les succursales. Les succursales, c'est plus compliqué, bien évidemment, parce que dans ce cas-là, la lex societatis sera la loi étrangère, ce qui oblige, et c'est un des grands débats du moment, ce qui oblige à justifier l'application de la loi européenne, ou de la transposition nationale de la directive européenne. Et alors, on invoque soit le recours ancien, classique, à la méthode unilatérale, soit le recours un peu moins ancien, mais désormais tout aussi classique, aux lois de police, en disant, mais voilà, l'impérativité particulière de la norme européenne, ou plus exactement de la transposition nationale de la norme européenne, justifiera l'application des normes européennes. Mais à nouveau, on va avoir ici quelques difficultés qui sont inhérentes aux lois de police, quelques difficultés qui vont pouvoir se poser. Qu'en est-il, par exemple, de l'application d'une éventuelle loi de police étrangère? Et quand on dit étrangère dans ce cadre-là, on peut aussi, une loi de police allemande est une loi de police étrangère, ce qui va ici poser de nouvelles difficultés dont on est loin d'avoir résolu toutes les nuances. Et on le voit bien aujourd'hui, s'élabore, s'échafaude progressivement, peut-être comme on a pu le voir en droit de la concurrence, s'échafaude progressivement l'idée qu'en réalité, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'une nouvelle catégorie du droit international privé, une nouvelle catégorie qui serait alors les obligations de RSE, les obligations ESG, enfin une catégorie qui reste à définir peut-être sous le nom de durabilité, comme on l'a entendu en ouverture tout à l'heure. Et cette nouvelle catégorie, elle aurait un nouvel ensemble de rattachement, peut-être aussi un nouvel ensemble méthodologique. C'est là qu'est l'intérêt, en tout cas l'intérêt général et abstrait de cette directive. Et c'est exactement la même chose pour votre deuxième exemple, qui est celui de la responsabilité. Celui de la responsabilité, la directive ici a quelque chose de tout à fait particulier, qui est qu'elle met en œuvre un mécanisme de responsabilité intéressant des administrateurs. Responsabilité des administrateurs qui est tout à fait intéressant, mais
à nouveau, comment est-ce qu'on va justifier l'application de ce régime juridique particulier, de ce régime spécifiquement de responsabilité, que ce soit la responsabilité des administrateurs ou la responsabilité des sociétés elles-mêmes? Parce que là, il va bien falloir jongler avec les rattachements habituels en matière de responsabilité civile. Et ces rattachements, ils existent. Et non seulement ils existent, mais ils sont codifiés. Ils sont codifiés dans un règlement, le règlement Rome 2 que vous connaissez tous très bien. Règlement Rome 2 qui prévoit l'application de la loi du fait générateur pour aller vite et sans rentrer dans des nuances qui nécessiteraient de longues précisions. Et la loi du fait générateur, en matière de devoir de vigilance, c'est très compliqué, parce que le fait générateur, très fréquemment, va se réaliser dans un pays tiers. Peut-être un peu moins compliqué en ce qui concerne les obligations qui sont celles de la directive dont nous parlons aujourd'hui, précisément parce qu'elles ont vocation peut-être plus naturellement à se réaliser sur le territoire de l'Union européenne. Mais à nouveau, on voit bien ici les exigences qui vont être celles de la mise en œuvre de la directive dans un environnement international, dans un environnement extra-européen, et ces exigences, ça va être celle de la coordination, de l'articulation, et de cette articulation, je crois que la directive est un témoin intéressant et important, mais loin d'avoir aujourd'hui résolu toutes les difficultés qui sont encore devant nous, et je crois que ce sont ces difficultés dont vous avez très brièvement illustré. Merci beaucoup.